Eh bien, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si. Pas assez. Il faut que je parle plus fort, alors. Très bien. Bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue à cet atelier. Bienvenue chez Splio. Antoine et moi sommes ravis de vous accueillir aussi nombreux. Merci de votre participation. Je vais essayer de coller ma bouche au micro. Je ne suis pas sûre que ce soit très Covid. Pardon ? Oui, d'accord. En tout cas, nous sommes ravis de vous accueillir et nous sommes ravis surtout et fiers de vous faire découvrir aujourd'hui l'individuation marketing. Je ne suis pas sûre que vous en avez beaucoup entendu parler d'individuation marketing. C'est normal, c'est tout neuf, ça vient de sortir. D'ailleurs, il y a un beau petit symbole juste au bout qui est la preuve que ce concept, ce produit, cette innovation, eh bien, c'est nous qui l'avons développé, c'est nous qui l'avons déposé, ça nous appartient. Et ça nous appartient et on y tient vraiment très fort parce qu'on est convaincu de la valeur que ça peut apporter aux équipes marketing et notamment aux équipes marketing clients. Et justement, c'est une belle entrée en matière pour parler justement de cette valeur aujourd'hui qui est créée par les équipes marketing clients. Comment crée-t-on de la valeur aujourd'hui au marketing client ? Eh bien, cette valeur, elle est créée à partir de la base de données. D'accord ? On investit beaucoup de budget dans l'acquisition pour justement faire grandir cette base de données, pour exploiter tout le potentiel. Et puis, il y a toute la transformation de cette base de données qui va nous permettre de créer de la valeur. Et la première étape pour générer cette valeur, eh bien, ça va être la création d'un plan marketing à l'année. Ce plan marketing, il va être établi une fois que le directeur marketing, la directrice marketing, aura déterminé en tout cas le chiffre d'affaires additionnel qu'il va falloir créer, qui incombe du coup au marketing client pour pouvoir répondre du coup et apporter de la valeur. Et ce plan marketing qui va être créé à l'année va ensuite décliner cet objectif business de chiffre d'affaires additionnel en objectif marketing et ensuite bien évidemment ce sera décliné en stratégie, en tactique, etc. etc. Ce plan d'action marketing va ensuite être exécuté par les équipes opérationnelles, les équipes CRM notamment. Elles vont faire en sorte, et au travers de la gestion de campagne, de créer des segmentations, de créer des triggers, de créer des campagnes, le contenu des campagnes et les scénarios pour justement animer cette base de données. Et comme je vous le disais au tout début, la seule et unique manière aujourd'hui qu'il y a pour animer cette base de données, ça va être la gestion de campagne. Et pour certaines des équipes marketing client, pour certaines marques, il arrive également qu'elles investissent un petit peu plus de ressources, un petit peu plus de budget dans la maximisation de ce plan. Elles vont investir notamment dans la data, faire en sorte d'analyser les données, faire en sorte de croiser ces données, de scorer ces données pour affiner les segmentations. Elles vont faire en sorte également de personnaliser au mieux le contenu, notamment au travers de recommandations produits. Elles vont faire en sorte d'ajouter des nouveaux canaux pour faire en sorte, bien évidemment, de répondre à la problématique de l'omnicanalité, mais également d'adresser le client via le ou les canaux de prédilection de ses clients. Et elle va faire tout ça, cette équipe, bien évidemment, en gérant elle-même les contraintes de pression marketing. Quel est le bon timing ? Quelle est la bonne campagne ? Quelle est la bonne cible ? Etc., etc. Le bon moment, etc., etc. Ce besoin de maximisation arrive à une étape de croissance particulière, à un seuil. C'est-à-dire que plus on investit d'efforts et de ressources et de budget dans l'innovation, à ce moment-là de la dynamique de croissance, et plus on ressent finalement une espèce de plafond de verre qui nous empêche d'aller plus loin. Dans une dynamique de croissance, quand vous créez de la valeur, vous voulez justement faire en sorte que vos tactiques accompagnent ces ambitions de croissance. Et ce plafond de verre qu'on ressent à un moment donné dans cette dynamique, on l'appelle le marketing du compromis. C'est-à-dire où on laisse aller une certaine partie au détriment d'une autre. Par exemple, on va travailler des segments au détriment du reste de la base de données. Par exemple, on va prioriser tel contenu au détriment d'autres contenus. Et ça, c'est par exemple une des techniques de l'A/B test. Entre tel et tel contenu, je vais privilégier celui-ci parce qu'il est plus sollicité par la base de contact qu'un autre. Qu'il l'était pour autant par certains autres, mais on va les mettre de côté. On va également travailler les campagnes
et faire en sorte de maximiser ces campagnes au détriment de la qualité du contenu qui va être poussé, qui très certainement, parce qu'on va avoir justement envie de tirer ces pics de conversion vers le haut, qu'on va avoir envie de convertir mieux encore, va peut-être se tourner vers la promotion uniquement. Prenons également l'exemple d'une campagne qu'on connaît tous, qu'on a tous en tête, qui est le Welcome Pack. Le Welcome Pack, on a tous ça en tête, c'est 5 actions marketing sur une vingtaine de journées. Il y a l'email du bienvenu, il y a l'email de remerciement, il y a l'email d'engagement, etc., etc. Et il est formaté pour tout le monde. Mais il se peut en fait qu'il y ait des clients qui aient envie de recevoir un email de bienvenue, en tout cas un accueil dans la communauté de clients différemment. Donc ce marketing de compromis, ce qu'on appelle le marketing de compromis, c'est justement faire en sorte de travailler, enfin faire en sorte que la valeur que vous allez créer repose uniquement sur des segments. Et lorsqu'on fait un calcul basique, qui est de multiplier les segments par, ici un exemple, 50 campagnes et 5 canaux, on obtient 2500 interactions possibles avec la base de données, qui est à mon avis bien plus importante et qui ne tourne pas essentiellement uniquement autour de ces segments en tout cas. Alors, vous me direz, comment créer plus de valeur au marketing client? Comment créer plus de valeur autour de cette base de données? Eh bien, le premier point serait de faire en sorte que les équipes marketing, au marketing client, je veux dire, les équipes retrouvent leur rôle de stratège. C'est-à-dire qu'elles se concentrent essentiellement sur la stratégie, sur les techniques, sur le contenu. Ce qui est roi en marketing, on le sait tous, c'est le contenu. Et des contenus à communiquer aux clients, vous en avez énormément en tête. Vous avez le contenu transactionnel, vous avez le contenu relationnel, vous avez le contenu informationnel, vous avez du contenu interactionnel, vous en avez énormément de contenu. Et c'est là-dessus que le marketeur peut créer de la valeur. Et c'est vrai que là, le mot valeur, il faut le prendre au sens large du terme, avec un grand V. La valeur du marketing, elle est dans son côté stratège et dans le développement d'opportunités de communication avec l'ensemble de sa base de données. La deuxième chose, c'est renouer avec son client. Finalement, on a plutôt tendance à se concentrer sur une partie de la base de données, des segments, les mêmes audiences, alors qu'en fait, il y a énormément de potentiel dans le reste de la base. Il y a énormément de clients et de contacts qui ne demandent qu'une chose, être pris en main par le marketeur. Donc, renouer avec son client, c'est également renouer avec d'autres types d'audience, autres que les segments que vous visez habituellement, et pour couvrir également les besoins et les envies de ses clients. Et la troisième chose, c'est générer plus de croissance. C'est vrai que quand on est en train de travailler sur la maximisation des campagnes, donc encore une fois de tirer les pics de conversion vers le haut, de trouver toutes les bonnes manières, toutes les bonnes astuces, toute la créativité et toute l'innovation pour tirer ces pics vers le haut, à un moment, ce qu'il faut surtout, c'est essayer de sortir ces micro-analyses et essayer de prendre en compte surtout que la grande valeur autour du marketing client, elle est dans le chiffre d'affaires additionnel que vous allez pouvoir créer autour de toutes les actions de votre plan marketing. Alors, c'est ce qu'on appelle, nous, l'individuation marketing. Et c'est ce qu'on vous invite à faire, bien évidemment, à switcher. Et la première proposition de valeur de l'individuation marketing, le premier switch à faire, c'est d'élargir le champ des possibles, dans vraiment tout le sens du terme. C'est-à-dire que ce n'est plus les segments que vous aviez, que vous ciblez en priorité qu'il va falloir prendre en compte, mais tous les contacts que vous avez dans votre base de données. Ici, par exemple, 500 000 contacts. Si vous gardez le même nombre de campagnes, d'opportunités de communication et de canaux, vous arrivez à plus de 5000 fois d'interactions possibles comparé à la valeur que vous allez pouvoir, ou en tout cas au nombre d'interactions possibles avec les différents segments. C'est énorme. C'est fois 5000 si on prend en compte l'ensemble des contacts d'une base de données. Et juste peut-être reprendre l'exemple de l'A/B test. Généralement, ce qu'on fait, c'est la bonne pratique en marketing. On se dit, je fais un A/B test, je fais du bleu et du rouge. J'ai 55% des gens qui préfèrent bleu, donc j'envoie bleu à tout le restant des personnes. Et on se dit, super, j'ai bien fait mon job. Sauf qu'on accepte par défaut que 45% des gens ne seront pas contents. Parce que eux, ce qu'ils voulaient, c'est du rouge. Sauf qu'en tant qu'humain, c'est compliqué de gérer l'envoi individualisé de chacune des couleurs. Il y a des gens qui vont vouloir du bleu, qui vont vouloir du rouge, etc. Donc là, le changement de paradigme, c'est vraiment ça. C'est de se dire, de sortir du marketing du compromis, qui est de se dire, moi, en tant qu'humain, ce que je peux faire, c'est ça, c'est mettre un A/B test et en fonction du meilleur des deux, je choisirai le meilleur contenu, à se dire chacun, individuellement, aura besoin ou envie d'un contenu différent.
Donc, élargir le champ des possibles, c'est élargir le nombre d'interactions possibles avec l'ensemble de la base de données. Le deuxième switch, c'est justement lié l'expertise, l'expérience du marketeur d'un côté et la pertinence qui peut être générée justement à travers une plateforme qui est boostée à l'IA. Donc le marketeur, il est aux commandes de son marketing client, c'est-à-dire il a son chiffre d'affaires en ligne de mire, il a ses objectifs marketing en ligne de mire et il va faire en sorte de développer toutes les opportunités de communication avec l'ensemble de sa base. Et on vous a parlé de 50 opportunités tout à l'heure, ça peut être 100, ça peut être doublé. Tout dépend en fait de l'ensemble des différents contenus que vous allez vouloir produire. Et parallèlement à ça, une fois que le marketeur aura paramétré toutes ces opportunités de communication dans la plateforme, elle, va faire en sorte d'arbitrer tous les possibles, c'est-à-dire à partir du contenu que le marketeur lui mettra à sa disposition et d'arbitrer tous les contenus possibles à pousser à chacun des clients. Mais plus fort que ça encore, c'est que cette plateforme elle va considérer chaque contact, chaque client de la base comme un segment à part entière. On n'est plus dans le marketing segmenté, on est vraiment dans le marketing one-to-one. Et le plan d'action dont on avait parlé au tout début, le plan d'action marketing à l'année, cette fois-ci, il va être toujours valable, bien évidemment, mais il va être décliné et arbitré par client. On est dans le marketing individué. Et ensuite, la troisième proposition de valeur, que j'avais déjà un peu amorcée, le marketing one-to-one. À partir de la connaissance client, et là, la revoilà, c'est-à-dire toute la data que vous allez avoir à partir de toutes les sources que vous avez, d'où vient la data, c'est-à-dire le logiciel de caisse, c'est-à-dire le site e-commerce, les avis clients, les différents types de formulaires que vous avez, toute la data va être utilisée au service de toutes ces opportunités du marketeur qui va, grâce à ces opportunités de communication multiples, diverses, variées, pouvoir les pousser via la plateforme, et c'est la plateforme qui va décider, qui va arbitrer du choix des meilleurs messages les plus pertinents via les canaux les plus appropriés pour chacun des clients. Donc maintenant que vous avez compris ce qu'était l'individuation marketing et pourquoi on en était arrivé à développer cette innovation pour les marketeurs, je vais passer la parole à Antoine pour qu'il vous montre comment ça marche. Merci Sandra. Moi, je suis en charge des équipes produits et R&D, donc le but, c'est de rentrer dans le concret, pas du tout dans la technique, évidemment, mais dans le fonctionnel de comment ça fonctionne derrière. Globalement, on a besoin de données, évidemment, c'est des données que vous envoyez généralement, alors j'imagine qu'il y a plusieurs industries représentées, mais quand on est dans le retail, tu le disais, il y a des données de caisse, il y a des données du commerce, il y a des données d'avis client, il y a des données de navigation. Quand on est dans le média, on a d'autres types de données, mais on a besoin globalement des données que vous envoyez aujourd'hui à votre outil de marketing automation. Au plus on en a, au mieux c'est, mais c'est le minimum dont on a besoin. Une fois qu'on a toute cette donnée, on arrive dans ce schéma-là. Retenez deux choses, c'est que ce qui est en vert, c'est ce qui est fait par la machine, ce qui est en bleu, c'est ce qui est fait par l'humain. Et donc l'humain et le marketeur a une place centrale parce qu'ils se ressentent sur tout ce qui va être aspect, vous allez le voir, stratégie business et tactique. Donc la première chose qu'on fait, c'est quoi? C'est de se dire, tous les jours, on va regarder ce qu'on appelle chez nous la connaissance client augmentée. C'est une centaine d'algorithmes qui vont regarder tous les clients de votre base de données. Si vous avez 1 million de clients dans votre base de données, on va regarder toutes les appétences de vos clients, des appétences à des produits, des appétences à de la promotion, des appétences à des canaux. Donc ça, c'est la première partie du process, qui est tous les jours de regarder et analyser tous les clients. La deuxième chose qu'on va s'en dire, c'est pour chacun des clients, on va avoir un mapping, une analyse des appétences de ce client-là. Ces appétences, elles vont rencontrer, ce que disait Sandra, des opportunités de communication. Donc là, c'est le marketeur, il n'y a pas de magie, hein, c'est à vous, en tant que marketeur, de créer ces opportunités. Et donc les opportunités, ça peut être comme aujourd'hui, je crée l'équivalent de campagne, c'est j'ai des produits à pousser. Voilà, typiquement, je vais avoir une trentaine, 50, 100 opportunités parce que je veux pousser des produits, je veux pousser des rayons, mais je peux aussi pousser typiquement un engagement RSE. Donc là, dans les opportunités de communication, le point qui est important, c'est qu'on peut mettre du commercial, du cycle de vie client, de la rétention, de l'anti-churn, mais aussi du corporate. Donc ça, c'est le marketeur qui va rentrer ces opportunités de communication. Et ensuite, on va avoir la rencontre tous les jours entre l'appétence de chacun des clients pris individuellement et les opportunités disponibles. Et donc, le moteur d'individuation, la première étape du processus, c'est de se dire, pour une personne, par exemple Sandra, aujourd'hui, on a vu qu'il y avait 5 opportunités où Sandra était éligible. 5 opportunités sur 2 canaux, donc il y a 10 possibles. Donc ça, on pourrait s'arrêter là. La plupart des entreprises que vous voyez sur le marché, quand on fait de la smart segmentation, etc., c'est un peu ça, c'est de se dire, je vais te recommander des segments, et après toi, en tant que marketeur, tu te débrouilles, parce que peut-être qu'une personne, elle est dans 3 segments.
Alors, il est churner, il n'a pas acheté depuis 3 mois, mais il a appétant à un produit. Donc, qu'est-ce que je choisis comme séquence? Donc là, on pourrait s'arrêter là, mais on a été plus loin. Et c'est vraiment ça, ce que tu disais, Sandra, c'est la notion d'arbitrage. Donc, la deuxième chose, c'est de se dire, on va rentrer dans le deuxième processus, qui est de se dire comment on va arbitrer quotidiennement la meilleure opportunité pour chacun des clients. Là, en tant que marketeur, vous avez un rôle clé parce que vous allez rentrer 2 inputs. Le premier, c'est les objectifs business. Très fréquemment, alors nous, on a un peu plus de 300 clients dans le retail, donc on connaît très bien le retail. Dans le retail, c'est je veux soit maximiser mon chiffre d'affaires, soit je veux maximiser ma marge. Voilà, généralement, c'est les 2 grands sujets qu'on voit. Donc, vous allez mettre les objectifs business. Et vous allez également aussi indiquer vos contraintes. Et ça, c'est un point qui est hyper important, qui est de se dire, on en parlait tout à l'heure, mais une des premières contraintes que vous avez, c'est la pression marketing. Quand vous avez aujourd'hui déjà un outil, vous pouvez vous dire c'est compliqué de piloter la pression marketing. Quand vous dites j'ai un outil de gestion de campagne, j'ai un outil qui gère mes push, j'ai un outil qui gère mes campagnes ads, etc. Là, globalement, vous allez pouvoir avoir un outil qui gère votre pression marketing et de dire je ne veux pas plus de 2-3 communications par semaine. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est ce qu'on appelle chez nous l'éligibilité. C'est qu'en tant que marketeur, vous avez la possibilité de dire une opportunité de communication, je ne veux la réserver qu'à un certain type de population. Donc soit vous dites je fais confiance à la machine qui tous les jours va arbitrer et choisir pour moi, soit vous voulez garder le contrôle, ce qui est bien aussi, de dire en fait je sais que ce type d'opportunité-là, c'est uniquement pour les gens de mon programme de feed. C'est un exemple. Donc ça, l'éligibilité, c'est ça, c'est de dire vous allez vous mettre des contraintes d'éligibilité sur les opportunités. La troisième chose qui est un concept qui est très important pour nous, c'est la pertinence. C'est que vous pouvez régler un degré de pertinence pour dire, alors c'est mathématique, mais c'est de 0 à 1, et vous pouvez très bien dire, et on vous aide dans cette logique-là, de se dire, si j'atteins pas une pertinence d'au moins 8 sur 10, je préfère ne rien dire plutôt que parler. Donc je préfère garder une cartouche pour demain. Et ça, pour nous, la pertinence, c'est un concept qui est hyper important, parce qu'on aura peut-être des jours où, effectivement, pour des clients, il y aura 3 opportunités possibles, il n'y en a aucune qui sera réellement très pertinente. Et donc, dans ces cas-là, nous, on suggère plutôt de ne rien dire, pour, encore une fois, garder une cartouche pour le lendemain. Et le dernier, c'est une logique de coût et de volume par canal. Le grand classique, c'est le SMS. C'est de se dire, j'ai des contraintes de dépenser X euros par mois en SMS, pas plus. Donc, c'est une contrainte opérationnelle. Donc, vous, en tant que marketeur, vous mettez généralement l'objectif principal qui peut se décliner, mais généralement, l'objectif principal, c'est augmenter le chiffre d'affaires ou augmenter la marge. Vous mettez vos contraintes et tous les jours, on va avoir un moteur d'arbitrage qui va tourner avec un arbitrage sous contrainte en se disant, dans les opportunités disponibles, je vais aller choisir la meilleure en fonction de l'objectif business, mais aussi des contraintes. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attribuer les meilleures interactions possibles. Donc, on va dire on a une opportunité sur un canal, et donc on va communiquer à l'outil de gestion de campagne, par exemple, l'opportunité choisie pour chacun des clients. Donc là, c'est la vision du processus produit, et on a essayé de donner un exemple très concret. Donc, on a pris l'exemple de Mireille, qui est cliente d'un magasin de sport. Donc, si on suit la logique dont je vous ai parlé tout à l'heure, la première chose qui va se passer, c'est la connaissance client augmentée. Donc, tous les jours, on va regarder, on a pris évidemment des exemples, on va regarder ses appétences. Et on voit que Mireille, elle est appétente au vélo, au tennis, au golf et à la plongée. On voit aussi que globalement, elle achète tous les 2 mois, mais qu'elle n'a fait aucun achat depuis 3 mois. Donc, il y a un potentiel risque de churn, parce qu'elle a dépassé effectivement sa temporalité habituelle. On voit qu'elle a en appétence canal, en numéro 1 le SMS et en numéro 2 l'email. Et en 3, on voit qu'elle est promophobe. Voilà, ça, c'est les informations qu'on a sur Mireille. De ça, on voit qu'il y avait, on peut imaginer qu'il y avait 500 opportunités, mais Mireille, elle est éligible à 150. Rappelez-vous, en tant que marketeur, vous pouvez dire certaines opportunités ne sont pas ouvertes à tout le monde. Donc on va dire qu'il y a une rencontre entre les 150 opportunités possibles et les appétences qu'on a vues sur Mireille. De ça, de manière arbitraire, on s'est dit, OK, il reste 25 possibles. Possible, c'est quoi? Encore une fois, c'est un nombre d'opportunités fois un nombre de canaux. Si la même opportunité, elle peut être jouée sur 2 canaux, ça fait 2 possibles. Donc, on arrive à cette première phase où on se dit, avec toutes les appétences qu'a Mireille et les opportunités que le marketeur a rentrées, j'ai trouvé 25 possibles. Et on a mis un exemple qui est de se dire, par exemple, Mireille, elle a participé au dernier événement de la marque. Si vous n'avez pas rentré d'opportunités avec un événement prochain de votre marque, évidemment, il n'y a pas de miracle. On ne va pas créer une opportunité pour l'inviter à un événement. Donc, c'est pour vous expliquer qu'il faut qu'il y ait une rencontre, évidemment, entre les deux. Et une fois qu'on s'est dit ça, on va arriver sur l'objectif business. Et donc, pour cette marque-là, c'est d'augmenter le chiffre d'affaires. Donc ça, c'est le premier élément. Et on a donc après les contraintes. En pression marketing, on voit qu'on est à 3 communications par semaine
et que Mireille peut encore en recevoir une, donc on est bon. Et on voit qu'en contrainte, on souhaite minimiser le nombre de SMS en termes de budget. Donc ce qu'on va arbitrer, c'est plutôt se dire on va lui envoyer un email parce que la contrainte, c'est de minimiser le coût de SMS. Et à la fin, on arrive à l'attribution du meilleur possible, qui est de se dire on va lui parler de tennis via email. L'email, j'ai expliqué pourquoi. Comment on est arrivé au tennis? Le moteur d'arbitrage, il fait deux choses. La première chose, c'est qu'il va déformer chacune des possibilités par rapport à votre objectif. Donc je vais prendre un exemple concret, on va se dire un vélo, ça coûte plus cher qu'une raquette de tennis. Donc on peut dire qu'on a plus intérêt à vendre un vélo à Mireille qu'une raquette de tennis. Les deux choses qu'on va faire, la première, c'est de déformer les valeurs des appétences par le niveau de succès potentiel. Et donc là, on s'est dit que pour Mireille, il y a beaucoup plus de chances qu'elle achète un produit du rayon tennis qu'un produit du rayon vélo. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième, qui est très important aussi à comprendre, qui est de se dire, il y a une différence entre l'arbitrage et ce qu'on appelle beaucoup sur le marché le Next Best Action, le NBA. Le NBA, c'est quoi? C'est tu me donnes un client et je te dis ce qu'il faut faire pour lui. Donc en gros, on ne prend pas en compte les autres clients de la base de données, c'est à chaque fois pour un client, je donne une réponse. Là, l'arbitrage, c'est la deuxième chose qu'il fait. Après avoir déformé les appétences par rapport à ce que vous avez, vous, en termes d'objectifs business, la deuxième chose, c'est qu'il va regarder dans toute votre base de données, s'il n'y a que 500 t-shirts que vous pouvez pousser, s'il y a une promotion pour 500 clients, il va regarder quels sont les 500 meilleurs clients pour recevoir cette promotion. Et donc peut-être que moi, j'étais éligible à cette promotion et que c'était mon opportunité de communication numéro 1, mais sauf qu'on estime qu'il y a des gens qui sont plus intéressants pour moi que moi et qui vont plus convertir. Donc ça, c'est vraiment la logique de l'arbitrage. Et ensuite, du coup, on va pouvoir envoyer vers l'outil de marketing automation derrière. Donc ça, c'est vraiment tout le processus qu'on fait quotidiennement pour arbitrer et d'arriver à la meilleure opportunité de communication pour chacun des clients sur chaque canal. Je ne vais pas aller trop dans le détail de celle-ci parce que ça reprend globalement ce qu'on vient de se dire avant, mais c'est important que vous gardiez en tête que c'est un savant mélange entre l'intelligence humaine, encore une fois qui est en bleu ici, le marketeur, et c'est ce que tu as dit Sandra, il est maître de sa stratégie et il est maître aussi de ses tactiques. Et c'est un point qui est super important. Ce qu'on voit avec nos clients, c'est que l'IA va évidemment, avec la connaissance client et l'arbitrage, vous aider au quotidien, mais globalement, c'est ce qu'on voit tout en haut, c'est que il y a certains jours où il n'y aura pas de rencontre entre des appétences d'un client et des opportunités. Et donc, la plateforme va aussi vous dire, bah, aujourd'hui, je n'ai rien envoyé parce que ce n'était pas assez pertinent. Donc, comment moi, en tant que marketeur, je peux rajouter d'autres opportunités pour des clients où il y a un trou. Ça peut être aussi de se dire, en fait, j'ai beaucoup d'appétence pour un produit, franchement, je n'y aurais pas pensé. Et bien, globalement, je n'ai pas d'opportunité, donc je vais la créer. Et là où avant, quand on se disait, en gestion de campagne, je dois créer un segment, je dois créer des triggers, etc., si c'est pour qu'on envoie tous les jours à 3 personnes, ça ne vaut pas le coup, objectivement, de faire des segments et des triggers. Là, la question ne se pose même pas. C'est vous créez des opportunités dans la plateforme et tous les jours, on va regarder et on va arbitrer de savoir si elle est intéressante. Et l'exemple qu'on a avec un de nos clients, c'est de se dire les appareils à raclette, bah, tous nos clients qui sont dans cet univers-là, ils font tous des campagnes en novembre, ils font tous des campagnes en décembre, ils se disent dès qu'il y a un pic de froid, ils refont tous une campagne en janvier ou février. Là, ce qu'on dit juste, c'est qu'il y aura une opportunité vente liée à l'univers raclette qui va tourner toute l'année et peut-être qu'on va déterminer que certains clients vont être appétents, peut-être que 3 dans une certaine journée. Et là où ça ne vaut pas le coup pour vous en tant que marketeur de tous les jours vous poser la question, l'IA va le faire pour vous. Donc c'est ça vraiment l'objectif qu'il faut comprendre là, c'est le marketeur et l'IA travaillent ensemble et vous allez piloter la plateforme d'individuation et mesurer la performance qui va vous permettre de recréer des opportunités. Il y a 2 grands bénéfices. Il y en a qui sont qualitatifs et il y en a qui sont quantitatifs. Je vais revenir juste après évidemment sur cet aspect héroïque qui sera important j'imagine pour vous. Nous, de ce qu'on voit, c'est qu'historiquement, Splio, ça fait globalement 20 ans qu'on fait de la gestion de campagne, du marketing automation et on arrive à un constat qui est de se dire tous les outils de marketing automation ont perdu la bataille de dire à un CRM manager avec moi, tu vas gérer tout ton marketing client. En fait, on voit aujourd'hui que vous utilisez énormément d'outils, c'est ce que disait Sandra. Et donc là, pour la première fois, on a une plateforme qui, avec toutes les données que vous allez avoir, va pouvoir gérer toute la connaissance client et arbitrer quel va être le meilleur contenu pour chacun de vos clients tous les jours. Et après, évidemment, vous aurez des plateformes d'activation. Ça, c'est autre chose, mais l'intelligence, elle est à un endroit. La deuxième chose, c'est que ça vous permet de gérer la pression marketing de manière globale. Encore une fois, aujourd'hui, quand vous allez dire j'ai un outil de gestion de campagne, je fais du push en parallèle. Donc, quand vous avez 3 ou 4 outils, comment vous gérez la pression marketing de manière globale? C'est impossible. Donc là, pour la première fois, vous allez avoir un outil qui va gérer cette pression marketing en amont
et qui va ensuite commander aux outils d'activation, voici ce que tu dois envoyer, et la partie pression marketing est gérée avant. Et la dernière, c'est l'arbitrage. C'est ce que disait Sandra, c'est de se dire, bah, si on se dit qu'on a 1 million de clients, qu'on a 500 opportunités, qu'on a 5 canaux, le nombre de possibilités à gérer pour l'humain, et c'est impossible de le faire quotidiennement. Et donc l'arbitrage vous permet ça. Donc ça, c'est vraiment les 3 valeurs, on va dire, qualitatives. Et ensuite, il y a évidemment une logique de chiffre d'affaires. Et donc ça, il y a 2 grands leviers pour le voir. Hein. C'est assez simple, c'est de se dire, dans le marketing client, j'ai le reach et j'ai la pertinence. Évidemment, vous pouvez vous dire, comme vous maîtrisez la pression commerciale, je veux envoyer X communications. Ça peut être le même nombre qu'aujourd'hui, ça peut être moins, ça peut être plus. Vous pouvez le piloter. Je suis en fin de mois, je suis en fin de trimestre, mes performances sont moins bonnes. Je peux piloter que pendant le prochain mois, je vais augmenter ma pression et je vais pouvoir la rebaisser après. Donc vous pilotez le reach. Et la deuxième chose, c'est évidemment la pertinence. Et la pertinence, c'est ce qu'on vient de voir là. Si vous envoyez tous les jours la meilleure communication possible à chacun des clients, vous maîtrisez le reach, vous maîtrisez la pertinence. Et ce qu'on a avec 3 de nos clients, on a pris 3 exemples de 3 secteurs différents, un retail, un média et un banque. Ce qu'on voit, c'est Saint-Maclou, c'est 10% de chiffre d'affaires additionnel. Quand on voit Ouest France, on verra un peu plus dans le détail après, c'est 2%. Et groupe BPCE, c'est la partie financement, on est à plus 7%. Et quand on rentre dans le détail, là, on voit qu'il y a un mix de quantitatif et de qualitatif en termes de bénéfices. Quand je prends Saint-Maclou, effectivement, la première chose qui saute aux yeux, c'est les 10% de chiffre d'affaires additionnel. La deuxième chose, c'est la possibilité pour des petites équipes de créer 200 opportunités dans 60 qui tournent tous les jours. C'est quand même pas rien en termes de productivité. Et pour moi, quand on est dans un monde comme Saint-Maclou, en gros, dans un monde de devis, d'avoir une transformation par 2 du nombre de clients qui rentrent en magasin, qui font un devis et qui derrière convertissent, c'est des chiffres qui sont quand même pas anodins. Donc voilà, donc, globalement, ce qu'on voit, c'est que Saint-Maclou, c'est une petite équipe marketing et qui a pris beaucoup d'avance grâce justement à ce concept d'arbitrage par rapport au marché. Le deuxième, pour moi, c'est Ouest France. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a 2 éléments quantitatifs, c'est le nombre de clients recrutés et le CA additionnel. Moi, ce que je trouve surtout super important chez Ouest France, c'est que dans le média, la gestion de campagne, ils sont arrivés à un moment où ils sont hyper matures. Donc le sujet, c'est plutôt c'est gérer la pression marketing pour moins solliciter ses clients. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on a 2% de chiffre d'affaires additionnel avec 21% de communication en moins. Donc là, on est dans cette logique de pertinence dont on parlait tout à l'heure, qui est de se dire, parfois, quand on n'a pas quelque chose de pertinent à dire, il vaut mieux ne rien dire. Donc pour moi, le chiffre, il est vraiment là. C'est 2%, c'est toujours bon à prendre, surtout dans le média, quand on voit les chiffres d'affaires générés par les mails. Mais c'est surtout cette maîtrise de la pression marketing. Et le dernier sur BPCE, le chiffre d'affaires, effectivement, de 7% additionnel. Donc encore une fois, sur BPCE Financement, ça représente 1,3 million d'euros, ce qui est quand même loin d'être neutre, avec une meilleure taux de transformation des financés. Donc c'était 3 exemples pour montrer aussi voilà, les bénéfices à la fois quantitatifs et qualitatifs et pour illustrer ce qu'on disait juste avant. Et globalement, le produit s'adresse à plusieurs industries, mais également à plusieurs tailles de clients. Donc voilà, on a un autre exemple qui est Decathlon. On ne peut malheureusement pas communiquer les résultats. Mais voilà, Decathlon qui est gros client, énormément de magasins, un catalogue de produits très riche que vous connaissez. Et on a d'autres clients qui sont plus petits. Je pense à Salamander, qui est une petite marque du retail. Donc voilà, donc on va pouvoir à la fois être pertinent sur des petites bases comme Salamander ou alors sur un Leclerc aussi, évidemment, qui est un acteur beaucoup plus gros. Tac. Avant de vous laisser pour les questions, juste pour vous dire, donc Splio, ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, c'est l'individuation. C'est ce qui est, selon en tout cas tout à droite, sur la courbe de maturité qu'on voit aujourd'hui dans le marketing client. Le marketing client, il commence souvent par l'activation, le marketing automation. On fait ce métier-là depuis 20 ans. Et quand on a des clients comme Fago, le slip français, etc., qu'on commençait il y a 5 ans, quand on commence, généralement, la première étape qu'on met en place, c'est le marketing automation. Ensuite, on a toute la logique de se dire, je vais vouloir plus engager mes clients. Et donc là, on va pouvoir accompagner nos clients d'aujourd'hui avec des logiques de programme de fidélité, transactionnelles et relationnelles, pour pouvoir récompenser les achats, mais aussi toutes les interactions qu'un client a avec la marque. Donc ça, c'est une deuxième brique qu'on a chez Splio. Et la troisième, c'est la partie unification de données, qui est la logique qui est de se dire, c'est un mot valide en ce moment, CDP, tout le monde l'utilise. Nous, concrètement, ce qu'on fait, on se positionne pour dire à des clients qui ont plusieurs sources de données. Dans le retail, j'ai mon système de caisse, j'ai mon e-commerce, j'ai des données qui sont globalement pas dédupliquées, qui sont pas propres. Donc on aide nos clients à construire ce socle propre de données. Et pourquoi on le fait?
à la fois parce que c'est un enjeu de nos clients, mais parce qu'avoir ce socle de data propre, c'est un prérequis évidemment hyper important pour qu'on puisse ensuite aller dans l'individuation sur toute la partie IA. Donc ça, c'est l'offre qu'on a à côté Splio. Et voilà, le parti pris aujourd'hui était évidemment de vous parler de l'individuation qui est, selon nous, là où les marketeurs doivent tendre, mais chacun a son niveau de maturité, et donc on peut répondre en fonction de vos attentes et des enjeux que vous avez par différents moyens. Je pense qu'on va pouvoir passer aux questions. Je sais pas quelle heure il est. Ouais, il nous reste encore un peu de temps. Je ne sais pas si on fait passer les micros du coup dans la salle s'il y a des questions. Merci. Avez-vous des questions? Bonjour. Déjà, félicitations parce que je trouve que le sujet il n'est pas facile et vous avez réussi à très bien l'expliquer. J'avais une question sur, vous avez parlé de la pertinence et à partir du moment où, enfin, à quel degré de pertinence on envoie à un client un message. Est-ce que vous faites la même chose sur les canaux? Vous avez parlé tout à l'heure des contraintes. Donc par exemple, en tant que marketeur, moi je pourrais dire, moi je ne veux pas envoyer plus de 3000 SMS par mois. Et si je dis, le SMS, il est pertinent à 10 sur 10 sur un des contacts, et qu'à côté de ça, le client, la pertinence, elle est qu'à 8 sur 10 sur l'opportunité. Est-ce qu'il y a un croisement des données entre les objectifs que j'ai d'un côté et les opportunités que j'ai via le client? Alors merci pour la question. Je vais faire une réponse et garder juste le micro parce que je ne suis pas sûr d'avoir complètement compris. Mais globalement, la pertinence, elle arrive sur un possible. Et donc en gros, c'est une opportunité de communication fois un canal. Donc on pourrait très bien dire, par exemple, que pour Sandra, je vais parler du tennis sur le mail, je vais parler du tennis sur le SMS, que les deux sont passés et que dans l'arbitrage, je vais arbitrer les deux. Et donc dans ces cas-là, je vais choisir le meilleur des deux. Et donc vraiment, la pertinence, elle se fait sur ce possible-là. Ce qu'on fait sur un canal, c'est qu'on peut avoir une pression marketing par canal, de dire je ne veux pas envoyer plus d'un SMS par semaine à mes clients et 3 emails par semaine, par exemple. On peut gérer la pression marketing par client, mais pas le niveau de pertinence par canal, si c'est ça la question. C'est ça la question. On le gère par possible. Ok. Et du coup, j'avais une deuxième question, si je me permets. Donc pareil, je reviens sur la pertinence. Comment on anticipe, imaginons qu'on ait une pression marketing de un message par semaine. Si on considère qu'à partir d'un score de 8 sur 10 sur la pertinence, on envoie la communication au client, comment on anticipe le fait que demain, on n'ait pas une pertinence de 10 sur 10? Alors, c'est une bonne question qu'on a souvent. Deux réponses à ça. La première, c'est comme vous l'avez vu, quand on reprend, je vais me remettre ici, quand on reprend déjà la chaîne de valeur qu'on traite, il y a déjà beaucoup d'éléments qu'on voit ici, effectivement, et on a en gros 2 étapes d'algorithmie aujourd'hui. On n'a pas encore cette troisième qui serait de prédire l'avenir pour s'assurer que ce qu'on a à dire aujourd'hui sera mieux que demain. On nous le demande souvent et nous, évidemment, en interne, on y pense beaucoup. Donc voilà, on n'en est pas encore là et on n'y sera pas là en tout cas là dans les 12 prochains mois parce que c'est un très très gros travail. À l'inverse, par contre, ce que font certains de nos clients, c'est que, encore une fois, c'est vous en tant que marketeur, c'est vous qui êtes stratège et tacticien. Je vais prendre un exemple. Si vous êtes dans la presse et que tous les jours vous envoyez des communications, c'est-à-dire que l'arbitrage, il sera tous les jours. Si vous dites j'envoie qu'une seule communication par semaine, vous pouvez peut-être vous dire que l'arbitrage, il va se faire 2 fois par semaine. Et donc dans ces cas-là, on va arbitrer que 2 fois dans la semaine le meilleur message. Donc voilà, c'est une des manières tactiques de le faire, en tout cas. Voilà. Donc si on vous dit je suis dans la presse et que je veux calculer le possible pour toute la semaine et d'anticiper, en fait ça ne marche pas parce que l'arbitrage, il se fait sous contrainte et on a besoin d'avoir des contraintes, entre guillemets, solides et pas que des projections. Merci. Et peut-être dans quelques temps. Y a-t-il d'autres questions? Merci. Bonjour. Dans le cas, enfin là, si j'ai bien compris, donc il faut avoir une base de données qui soit particulièrement bien qualifiée. Je pense que dans le retail, c'est souvent le cas, mais pour des secteurs où on utilise principalement des canaux offline, comment est-ce qu'on peut mettre en place ce genre de campagne? Vous pensez à quel secteur, par exemple? La collecte.
Alors pour le moment, nous, ce qu'il nous faut, ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin d'avoir une base de données clients identifiée par vous. Et pour que les algorithmes soient pertinents et qu'on puisse calculer les appétences, il nous faut des transactions. Pour l'instant, c'est effectivement comme ça qu'on fonctionne. Donc on va être très pertinent dans le retail, dans le telco, on l'a vu dans la banque, dans les e-commerce. Donc ça, c'est vraiment le secteur de prédilection dans lequel on est. Donc c'est sûr que voilà, c'est les données dont on a besoin, c'est à minima les données de clients, de transactions et de catalogue produits. Effectivement, si on a un modèle de données qui est différent, on ne pourra pas calculer toutes les appétences qui nous permettront d'arbitrer derrière. Donc effectivement, en termes de secteur, ça ne rentrera certainement pas. Merci. Moi, j'ai une question sur la partie unification de données un petit peu, puisqu'aujourd'hui, vous avez pas mal d'éléments dans vos différentes connaissances de clés augmentées. Est-ce qu'il y a un degré en gros, est-ce que vous pouvez fournir les mêmes éléments à n'importe quel client, ou est-ce qu'il faut une grosse phase de cette partie d'unification des données? Et deuxième partie de question, ça va être, est-ce que cette unification de données, vous la faites dans votre plateforme ou c'est quelque chose qui est fait à l'extérieur? Alors, c'est deux bonnes questions. La première, c'est vrai pour nous, mais c'est vrai pour tout le monde. C'est qu'à partir du moment où on travaille de la data et des algorithmes, si la data en entrée, elle n'est pas bonne, la sortie ne sera pas bonne non plus. Donc, c'est évidemment crucial d'avoir de la donnée de qualité. Après, encore une fois, nous, on passe du temps avec nos clients pour justement faire un audit de la qualité de la donnée. En gros, il y a deux étapes. C'est un peu comme dans les sorties, là, on voit les canaux au fond. Nous, globalement, notre métier, c'est si vous nous dites, j'ai déjà, moi, alors on l'appelle CDP, RCU, Data Warehouse, bref, tout ce qu'on veut. Si vous avez déjà, vous, des données structurées chez vous, pour nous, c'est la meilleure des situations. Parce qu'on a juste à récupérer cette donnée qui est déjà clean, on la prend après et on va vraiment faire que ce processus-là. Donc nous, c'est vraiment là, c'est notre cœur de métier, c'est ici. Vraiment, le côté unification des données, on le fait parce qu'on sait que c'est un prérequis nécessaire à faire ça. Donc globalement, si vous êtes déjà équipé, on sera très content. Et c'est la même logique sur l'activation. Nous, encore une fois, on a un outil de gestion de campagne, mais si vous utilisez Adobe, Salesforce, etc., on sera très content parce qu'on fera cette partie de la proposition de valeur et on enverra vers Batch, vers, encore une fois, je ne sais pas, Adobe, Salesforce, les outils que vous avez en output, l'activation. Et donc après, on a certains prospects ou clients à nous qui nous disent je veux aller dans cette vision-là, mais par contre, mes données ne sont pas clean. Ou alors des prospects qui nous disent du coup, comme je prends cette partie-là, autant arrêter mon contrat avec mon prestataire actuel, on pourrait le faire. Mais en tout cas, nous, là, on voit vraiment notre valeur et là, on est différenciant. C'est cet aspect-là. L'unification de la donnée, c'est pas là où on va investir le plus en R&D pour être la meilleure CDP du monde. Et du coup, est-ce que vous avez un système de palier où s'ils n'ont pas suffisamment de données, vous pouvez quand même leur offrir une partie de votre offre, ou il faut absolument faire cette partie d'unification avant de pouvoir leur proposer la plateforme? Je vais être très concret. En gros, quand on est chez nous, là, on doit avoir, je pense, 400 clients, je pense 500 clients qui utilisent la partie activation. Et là, c'est la gestion de campagne que vous connaissez. Donc là, voilà, il n'y a pas de... généralement, les clients, ils utilisent MailChimp ou Sendinblue, puis normalement, ils se disent, je veux avoir un outil de marketing automation un peu plus costaud. Donc là, on est plutôt dans cette maturité-là. Ensuite, on a un deuxième enjeu qui est de se dire, je suis un retailer, généralement, c'est plutôt dans le retail qu'on le voit beaucoup, mais je fais 80-100 millions d'euros de chiffre d'affaires. J'ai beaucoup de données qui rentrent qui ne sont pas clean. J'ai besoin d'unifier mes données. Donc là, c'est un peu le deuxième palier. Et le troisième, dans l'individuation, encore une fois, on a Decathlon, on a Leclerc, on a Ouest France, mais on a aussi Salamander ou Saint-Maclou qui disent, nous, on était là et on faisait quasiment rien. Et ils sont directement passés à la dernière étape. Donc, ça dépend vraiment des enjeux que les marques vont avoir. Et nous, on n'a aucun intérêt à pousser le plus possible. C'est qu'en fonction de la maturité de l'équipe, des enjeux, on va pouvoir s'adapter. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Merci beaucoup.